Ina Podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 32e épisode, Face à face. Danglars a révélé à Albert de Morcerf que c'est le comte de Monte Cristo qui était à l'origine du déshonneur qui vient de frapper son père. Albert provoque alors le comte en duel. Au cours d'un entretien pathétique, la comtesse de Morcerf supplie Monte Cristo d'épargner la vie de son fils. En fait, c'est Mercédès qui supplie Edmond Dantès, car il y a longtemps qu'elle a deviné qui se cachait sous les traits du comte. Touché, Monte Cristo promet de laisser la vie sauve à Albert, mais pour que l'honneur soit sauf, c'est lui qui mourra. Pourtant, sur le pré, survient un coup de théâtre. Au moment de la rencontre, le jeune homme présente des excuses à son adversaire. Les amis d'Albert ne comprennent pas son attitude, car ils ignorent que la comtesse de Morcerf, pour sauver les deux hommes, a livré à son fils le secret de sa vie. Et ce même jour, 24 juillet 1838, dans la voiture qui ramène Monte Cristo chez lui, Maximilien Morel s'étonne, lui aussi. C'est miraculeux ce qui vient de se passer. Oui, Morel, vous avez dit le mot. Miraculeux. Mais car enfin Albert est brave. Je l'ai vu dormir, le poignard suspendu sur sa tête. Il s'est battu 2 fois, très bien battu. Et concilier cela compte avec la conduite de ce matin. Il faut qu'il ait eu quelques raisons d'agir comme il l'a fait. Et pourtant sa conduite est plutôt héroïque qu'autre chose. Puisque votre beau-frère nous a quittés, vous déjeunez avec moi ? Oh merci, je n'ai pas faim. Oh, je ne connais que 2 sentiments qui coupent l'appétit, la douleur et l'amour. Or, d'après ce que vous m'avez dit de votre cœur, il m'est permis de croire... Oui, et depuis que ce cœur n'est plus avec vous au bois de Vincennes, il est autre part où je vais le retrouver. Allez, mon cher. Mais par grâce, si vous éprouviez quelque obstacle, rappelez-vous que j'ai quelques pouvoirs en ce monde et que je suis heureux d'employer ce pouvoir au profit des gens que j'aime. Je m'en souviendrai, comte. Je retiens votre parole. Adieu donc. Eh bien, monsieur Bertuccio. Elle va quitter sa maison. Florentin, le valet de chambre du vicomte, pense que celui-ci va en faire autant. J'avais donc bien deviné. Tenez, portez cette lettre à Albert de Morcerf et faites prévenir Haydée que je suis rentré. Voilà, monseigneur. Je guettais ton retour avec impatience. Et ma joie est à la mesure de mon inquiétude d'alors. Haydée. Monseigneur. Je pourrais donc encore être heureux. Je pourrais encore aimer. Haydée. Mon amour.
faites-vous, ma mère? Vous partez? Vous ne pouvez pas avoir résolu ce que j'ai décidé moi-même, car je venais vous prévenir que je dis adieu à cette maison. Et à vous. Oui, Albert, je pars. J'avais compté, je l'avoue, que mon fils m'accompagnerait. Me suis-je trompée? Je ne puis vous faire partager le sort que je me destine. Il faut que je vive désormais sans nom et sans fortune. Il faut que j'emprunte à un ami le pain que je mangerai jusqu'au moment où j'en gagnerai. Toi? Souffrir de la misère? Tais-toi, tu briserais mes résolutions. Mais non les miennes, mère. Je suis jeune, je suis fort, je crois que je suis brave. Depuis hier, j'ai appris ce que peut la volonté. Tu as raison. Écoute ta conscience. Tu avais des amis? Romps momentanément avec eux. Mais ne désespère pas. Je ferai selon vos désirs. Mais puisque nous sommes résolus, agissons promptement. Mon père a quitté l'hôtel il y a une demi-heure. L'occasion est favorable pour éviter le bruit et l'explication. Je vais chercher un fiacre. Monsieur de Morcerf. Vous ici, monsieur Bertuccio? Monsieur le comte de Monte Cristo m'a chargé de vous remettre cette lettre. Merci. Ma mère. Oui? Une lettre du comte de Monte Cristo. Tenez, lisez. Albert, en vous montrant que j'ai pénétré le projet auquel vous êtes sur le point de vous abandonner, je crois vous montrer aussi que je comprends la délicatesse. Vous quittez l'hôtel de Morcerf avec votre mère, libre comme vous. Mais réfléchissez. Vous lui devez plus que vous ne pouvez lui payer. Gardez pour vous la lutte, en lui épargnant cette première misère qui accompagnera inévitablement vos premiers efforts. Il y a 24 ans, je revenais joyeux et fier dans ma patrie. J'avais une fiancée que j'adorais, et je lui rapportais 150 louis amassés péniblement. J'enterrai notre petit trésor dans le jardin de la maison que mon père habitait à Marseille. Votre mère connaît bien cette maison. Dernièrement, je suis allée voir cette demeure aux douloureux souvenirs. J'ai sondé le coin où j'avais enfoui mon trésor. La cassette est toujours là, dans l'angle qu'un beau figuier couvre de son ombre. Eh bien, cet argent qui autrefois devait aider à la vie et à la tranquillité de cette femme, voilà qu'aujourd'hui, par un hasard étrange et douloureux, il a retrouvé le même emploi. Oh, comprenez bien ma pensée, à moi qui pourrais offrir des millions à cette pauvre femme et qui lui rend seulement le morceau de pain noir, oublié sous mon toit, depuis le jour où j'ai été séparée de celle que j'aimais. Que dites-vous, ma mère? J'accepte. Il a le droit de payer la dot que j'apporterai dans un couvent. Excellence, Monsieur le comte de Morcerf. Eh oui, c'est bien Monsieur de Morcerf. Je croyais avoir mal entendu. C'est moi-même. Il ne me reste donc qu'à savoir ce qui me procure le plaisir de vous voir, comte de si bonne heure. Vous avez eu ce matin une rencontre avec mon fils, monsieur.
Ah, vous savez cela. Et je sais aussi que mon fils avait de bonnes raisons pour désirer se battre contre vous et faire tout ce qu'il pourrait pour vous tuer. Oui, en effet, il en avait de fort bonnes. Mais vous voyez que, malgré ces raisons-là, il ne m'a pas tué, et même qu'il ne s'est pas battu. Cependant, il vous regardait comme la cause du déshonneur de son père. À quoi attribuez-vous cette conduite? À la conviction qu'il y avait dans tout ceci un homme plus coupable que moi. Son père. Soit. Mais un coupable n'aime pas s'entendre convaincre de culpabilité. Je sais. Aussi, je m'attendais à ce qui arrive. Vous vous attendiez à ce que mon fils fût un lâche? Le vicomte Albert de Morcerf n'est pas un lâche. Un homme qui tient un ennemi mortel à la portée de son épée et qui ne se bat pas est un lâche. Monsieur, je ne présume pas que vous soyez venu me trouver pour me conter vos petites affaires de famille. Oh non. Non. Je suis venu vous dire que je vous regarde comme un ennemi. Que je vous hais d'instinct. Et que puisque les jeunes gens ne se battent plus, c'est à nous battre. Est-ce votre avis, monsieur? Parfaitement. Vous savez que nous nous battrons jusqu'à la mort de l'un de nous deux. Jusqu'à la mort de l'un de nous deux, oui. Partons alors. Partons. Nous n'avons pas besoin de témoins. En effet, nous nous connaissons si bien. Oh, au contraire, nous ne nous connaissons pas. Oh, si. N'êtes-vous pas le soldat Fernand qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo? Quoi? N'êtes-vous pas le lieutenant Fernand qui a servi de guide et d'espion à l'armée française en Espagne? Hein? N'êtes-vous pas le colonel Fernand qui a trahi, vendu, assassiné son bienfaiteur Ali? Et tous ces Fernands réunis n'ont-ils pas fait le lieutenant général comte de Morcerf, père de France? Oh, misérable, qui me reproche ma honte au moment peut-être où tu vas me tuer. Non, je n'ai point dit que je t'étais inconnu. Je sais bien que tu as pénétré dans la nuit du passé et que tu y as lu, à la lueur de quel flambeau je l'ignore, chaque page de ma vie. Non, c'est toi que je ne connais pas. Aventurier cousu d'or et de pierreries. Tu te fais appeler le comte de Monte Cristo, mais c'est ton vrai nom que je veux savoir, afin de le prononcer sur le terrain du combat, au moment où je t'enfoncerai mon épée dans le cœur. Mon nom? Tu vas le savoir. Tiens, regarde. Ainsi vêtu de cette veste de marin et coiffé de ce chapeau de matelot. Hein, Fernand? Tu ne te rappelles pas? Car malgré tous les chagrins, toutes mes tortures, je te montre aujourd'hui un visage que le bonheur de la vengeance rajeunit. Un visage que tu dois avoir vu bien souvent dans tes rêves, depuis ton mariage avec Mercedes, ma fiancée. Edmond Dantès! Edmond Dantès! Edmond Dantès! À l'hôtel.
25 juillet 1838, chez les Danglars. Qu'y a-t-il, Eugénie? Vous avez à me parler? Oui, père. Je ne veux pas épouser monsieur Andrea Cavalcanti. J'ai essayé jusqu'au bout de mes forces, et maintenant que le moment est arrivé, je me sens incapable d'obéir. Mais la raison de ce refus? Oh mon Dieu, ce n'est point que l'homme soit plus laid, plus sot ou plus désagréable qu'un autre, non. Ce n'est pas non plus que mon cœur soit moins touché de celui-là que de tout autre. Je n'aime absolument personne. Je ne vois donc pas pourquoi j'irais m'embarrasser la vie d'un éternel compagnon. Malheureuse. Heureuse, au contraire, car que me manque-t-il? Le monde me trouve belle, je suis douée de quelque esprit et d'une certaine sensibilité. Je suis riche, car vous avez l'une des plus belles fortunes de France, et je suis votre fille unique. Mais c'est le bonheur, cela, monsieur. Ma fille, quand un père demande à sa fille de prendre un époux, il y a toujours une raison. Moi, si je vous ai proposé un mari, c'est parce que j'avais besoin que vous prissiez cet époux le plus tôt possible pour certaines combinaisons commerciales que je suis en train d'établir. Hein? Le crédit d'un banquier et sa vie physique et morale. Le crédit soutient l'homme comme le souffle anime le corps. À mesure que le crédit se retire, le corps devient cadavre. Et cela doit arriver dans fort peu de temps au banquier qui s'honore d'être votre père, Eugénie. Ruiné? Vous avez trouvé l'expression juste. Maintenant, apprenez comment ce malheur peut, par vous et pour vous, devenir moindre. Oh, mon père, ne croyez pas que ce soit pour moi que je déplore la catastrophe. Moi, ruiné? Que m'importe? Ne me reste-t-il pas mon talent, ma voix? Ne puis-je pas, comme la Pasta ou la Malibran, me faire 150 000 livres de rente que je ne devrais qu'à moi seule et qui me viendront accompagnés d'acclamations et de fleurs? Et quand je n'aurai pas ce talent dont votre sourire me prouve que vous doutez, ne me resterait-il pas ce furieux amour de l'indépendance qui me tiendra toujours lieu de tous les trésors et qui domine en moi jusqu'à l'instinct de conservation? Alors vous persistez à vouloir consommer ma ruine? Je ne comprends pas. Monsieur Cavalcanti, en vous épousant, vous apporte 3 millions de dot qu'il place chez moi. Ces 3 millions sont destinés à en produire au moins 10. J'ai obtenu la concession d'un chemin de fer, seule industrie qui, de nos jours, présente des chances fabuleuses de succès immédiat. Mais je dois, d'ici à 8 jours, déposer pour mon compte 4 millions. Et je ne les ai pas. Mais vous m'avez dit avant-hier avoir encaissé 5,5 millions. Vous m'avez même montré la chose en 2 bons sur le trésor. Oui, mais ces millions sont aux hôpitaux. Dans tout autre temps, je n'hésiterai pas à m'en servir. Mais je vous le répète, le crédit commence à se retirer de moi. D'un moment à l'autre, l'administration peut réclamer son dépôt. Et si je l'ai employé à autre chose, je suis forcé de faire une banqueroute honteuse. Que vous épousiez M. Cavalcanti et que je touche les 3 millions de la dot, ou même que l'on croit que je vais les toucher, mon crédit sera fermé, et ma fortune, qui depuis 1 mois ou 2 s'est engouffrée dans des abîmes creusés sous mes pas par une fatalité inconcevable, se rétablit. Vous me mettez un gage pour 3 millions. Plus la somme est forte, plus elle est flatteuse. Merci. Je veux bien servir à réédifier votre fortune, mais je ne veux pas être votre complice dans la ruine des autres. Promettez-moi de vous servir du chiffre de la dot, mais de ne pas toucher à la somme. Je vous le promets. Pouvez-vous payer à Monsieur Cavalcanti les 500 000 francs de ma dot? Il les touchera en revenant de la mairie. En me demandant ma signature, vous me laissez absolument libre de ma personne. Absolument. Alors, monsieur, je suis prête à épouser Monsieur Cavalcanti. Mais quels sont vos projets? Et où serait ma supériorité si, ayant votre secret, je vous livrais le mien? Bon. Ainsi, vous êtes prête à faire les quelques visites officielles indispensables. Je n'ai qu'une parole. Et à signer le contrat dans 3 jours. Oui, mon père. Bien. « 3 millions.
J'espère que ce sera suffisant. Oh, Maximilien, j'étais si inquiète de vous savoir mêlé à cette affaire de duel. Je suis bien soulagée d'en connaître l'heureuse issue. Maintenant, parlons un peu de nous. Bon papa revient à son idée de quitter l'hôtel de Villefort. Et la raison qu'il veut en donner, c'est que l'air du faubourg Saint-Honoré ne vaut rien pour moi. En effet, Valentine, depuis quelques jours, je trouve que votre santé s'altère. Oui, un peu. Aussi, bon papa s'est constitué mon médecin et j'ai la plus grande confiance en lui. Il est donc vrai que vous souffrez? Je ressens un malaise général et j'ai perdu l'appétit. Et quel traitement votre grand-père vous fait-il suivre? Oh, bien simple. J'avale tous les matins une cuillerée de la potion de mon grand-père. Plutôt, j'ai commencé par une et maintenant, j'en suis à 4. Bon papa prétend que c'est une panacée. Mais je croyais cette potion médicamentée pour Monsieur Noirtier. Oui, c'est très amer. Tout ce que je bois après semble avoir le même goût. Oui, grand-père. Tout à l'heure, avant de descendre, j'ai bu un verre d'eau sucrée. J'en ai laissé la moitié tant cette eau m'a paru amère. C'est singulier. Un éblouissement. Est-ce le soleil qui m'a frappé les yeux? Mais Valentine, il n'y a pas de soleil. Ah, ce n'est rien alors. Oh, c'est Madame Danglars et sa fille qui viennent nous faire une visite. J'y vais car on viendrait me chercher ici. Restez près de bon papa, Maximilien, je vous promets de ne pas les retenir. Vous voulez quelque chose, Monsieur Noirtier? Quoi donc? Attendez. Ah, le dictionnaire, oui. Ah, c'est qu'à ce procédé, je suis loin d'être aussi habile que Valentine. Enfin, essayons tout de même. La lettre où il faudra chercher d'abord. A. B. C. C. Oui. Bien. Continuons. Voilà, et maintenant je relis. Cherchez le verre d'eau et la carafe qui sont dans la chambre de Valentine. C'est bien cela, monsieur? Oui, c'est cela. Bien, je vais appeler votre domestique. Oui, monsieur. Monsieur Noirtier désire que vous alliez prendre dans la chambre de mademoiselle Valentine la carafe et le verre d'eau qui s'y trouvent et les rameniez ici. Oui, monsieur. Oui, je comprends ce que vous éprouvez, monsieur. Et je partage également votre inquiétude. Si cette eau est responsable des malaises de votre petite fille... Voici, monsieur. Mais pourquoi le verre et la carafe sont-ils vides? Mademoiselle a dit qu'elle n'avait bu que la moitié d'un verre. La femme de chambre m'a dit que mademoiselle, avant de se rendre chez madame de Villefort, était passée par sa chambre, et comme elle avait soif, elle a bu ce qui restait. C'est bien, merci. Oh, voilà notre chère Valentine. Vous arrivez à point, chère petite. Je venais avec Eugénie vous annoncer le prochain mariage de ma fille avec le prince Cavalcanti. Alors, permettez que je vous fasse mes sincères compliments. Monsieur Cavalcanti paraît un jeune homme plein de rares qualités. Il annonce un fort bon cœur, beaucoup de finesse d'esprit. Et quant aux convenances, Monsieur Danglars prétend que la fortune est majestueuse. C'est son mot. Ajoutez, madame, que vous avez une inclination toute particulière pour ce jeune homme.
Je n'ai pas besoin de vous demander si vous partagez cette inclination. Moi? Oh, pas le moins du monde, madame. Ma vocation n'était pas de m'enchaîner aux soins d'un ménage ou aux caprices d'un homme, quel qu'il fût. Ma vocation était d'être artiste et libre, par conséquent de mon cœur, de ma personne et de ma pensée. Je dois cependant remercier la Providence qui m'a évité de devenir Madame Albert de Morcerf. Mais est-ce que toute cette honte du père rejaillit sur le fils? Monsieur Albert semble bien innocent des trahisons du général. Pardon, Valentine, mais il en réclame sa part. N'a-t-il pas fait des excuses sur le terrain au comte de Monte Cristo? La chose m'a été rapportée tout à l'heure par monsieur Debray, qui était présent. Ma chère Valentine, vous me paraissez souffrante. C'est que vous avez rougi et pâli 3 ou 4 fois dans l'espace d'une minute. En effet, tu es bien pâle. Oh, ne t'inquiète pas, Eugénie. Je suis comme cela depuis quelques jours. Si vous souffrez réellement, retirez-vous, Valentine. Ces dames voudront bien vous pardonner. Buvez un verre d'eau pure, cela vous remettra. Oui, madame. Excusez-moi. Valentine. La droite que je suis. J'ai buté contre la dernière marche. La tête m'a tourné, c'est tout. Encore un étourdissement? Mais non, ce n'était rien. Maintenant, Maximilien, laissez-moi vous apprendre une nouvelle. Eugénie Danglars se marie avec le prince Cavalcanti. Il y aura sans doute une grande soirée pour la signature du contrat. Mais quand sera-ce notre tour de nous occuper de ces détails? Autant que vous ne serez pas à moi, Valentine, il me semblera toujours que vous allez m'échapper. En vérité, Maximilien, vous êtes trop craintif pour un soldat qui, dit-on, n'a jamais connu la peur. Valentine! Oh mon Dieu! Monsieur Noirtier! Monsieur Noirtier! Valentine, évanouie. Il faut appeler quelqu'un. Je vais sonner, et puis je ne peux pas rester, vous comprenez? On va venir, je ne dois pas... Je reviendrai. Que se passe-t-il ici? Valentine. Elle est évanouie, monsieur. Je vais chercher le docteur d'Avrigny. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 32e épisode, Face à face. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Bertuccio, André Weber. Haïdé, Catherine Vichniakov. Le notaire, Yves Pénaud. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Mercedes, Martine Sarcey. Baptistin, Jacques Maire. Le comte de Morcerf, Jean-François Calvé. Le baron Danglars, Alain Mottet. La baronne Danglars, Claire Morier. Eugénie Danglars, Juliette Berthaud. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Gérard de Villefort, André Oumonski. Le docteur d'Avrigny, Pierre Olivier. Le domestique, Daniel Russo. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierge.